On va donc modéliser cette base de données en son équivalent objet. En fait, on va faire deux modèles objets. Un premier qui sera le modèle des objets métiers, donc qui va nous permettre d'avoir une structure équivalente dans le monde de la programmation objet, et le deuxième, le modèle de contrôleur. Donc on s'appuiera sur le design pattern DAO pour contrôler les structures qu'on aura fait du premier modèle avec les mouvements, les traitements en fait qu'on pourra prévoir dans la base de données relationnelle. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est d'identifier tout d'abord les classes, les tables, pardon, qui donneront des classes. Alors la règle n'est pas compliquée, hein, on va prendre simplement les tables qui ont des clés primaires propres. Par exemple, la table genre a sa propre clé primaire, ainsi que la table pays, ainsi que la table film. Par contre, si on regarde la table appartient, elle n'a pas de clé primaire propre du fait que sa clé primaire, qui est composée de deux clés étrangères qui proviennent de la table genre et de la table film, compose sa clé primaire composée. Donc celle-ci, on va considérer qu'elle n'a pas de clé primaire propre, ainsi que celle-ci. Celle-ci, même principe, et celle-là aussi. Les autres, abonnés, films, participants, pays et genre, ont leur clé primaire propre. Donc celles qui ont leur clé primaire propre donnent à coup sûr une classe. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Pour les autres, on verra les règles à appliquer par rapport à la structure des tables. Alors évidemment, première chose à faire, je vais créer déjà les classes équivalentes. Alors j'ai une classe genre, une classe film, une classe pays, participants et abonnés. Je vais à peu près les situer de la même façon que le modèle physique pour voir visuellement un peu la transformation. Alors ici, donc tout d'abord ma classe genre, donc les classes s'écrivent avec une lettre majuscule, hein, ne pas l'oublier évidemment. Ensuite, je vais avoir ma classe pays, ma classe film, la classe participant, et puis la classe abonné. Voilà. Deuxième chose à faire sur ces classes, on va regarder les informations que contiennent les tables pour y mettre leurs attributs. Alors en fait, on prend toutes les colonnes, sauf les colonnes qui sont des clés étrangères. Pourquoi? Parce que la notion de clé étrangère n'existe pas en programmation orientée objet. Donc ici, par exemple, j'ai pas de clé étrangère, donc je créerai une propriété ID et une propriété libellée qui seront l'équivalent du ID genre et du libellé genre. Alors je ne vais pas utiliser la même terminologie, hein, du fait que sur le modèle relationnel, généralement, on met plutôt des notations de ce type-là, alors que dans le mode objet, on met plutôt des petits mnémoniques, hein, beaucoup plus légers. Donc ici, je vais avoir ID lib, par exemple, dans ma classe. Pour la classe film qui correspond à la table film, je vais avoir ID, je ne vais pas mettre le ID pays, titre, année, qui sera l'année de sortie, affiche, synopsis, je vais reprendre les mêmes termes parce qu'ils ne sont pas trop longs. Pour abonné, j'aurai tout, hein, l'équivalent, parce que je n'ai pas de clé étrangère. Pour participant, de la même façon, j'aurai tout, sauf le ID du pays, et puis pour le pays, j'aurai tout. Donc, tout d'abord, le genre. Donc, évidemment, j'ai un ID, et puis le libellé du genre que je vais appeler lib. Alors, évidemment, on va prendre les structures équivalentes dans le monde objet. Hein, donc, entier, int, et puis string pour une chaîne de caractères. Ensuite, pour le pays, j'aurai les attributs équivalents aux colonnes, donc ID, et puis évidemment le nom. Donc, chaîne de caractères, voilà. Ensuite, pour le film, je vais mettre donc ses propriétés, ses attributs, le ID, le titre, l'année de sortie, la fiche, et puis le synopsis. Voilà, en mettant évidemment les structures qui conviennent, même si par la suite on utilise du PHP. En UML, évidemment, on précise les structures.
Ah oui, l'année, effectivement, c'est pas du string, c'est de l'entier. Le participant, donc un ID en entier, un nom, un prénom et une date qui sera sa date de naissance. Donc du type date, chaîne de caractères et chaîne de caractères. Et le dernier, donc, qui va être mon abonné, pour lequel je vais mettre les différentes informations. Le login, le mot de passe et le pseudo. Avec évidemment les structures de données qui conviennent. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, on va observer le modèle relationnel. Alors comme je disais précédemment, les tables, celles-ci qui n'ont pas de clé primaire propre, on s'en occupera après. Je vais déjà reporter sous forme d'association les relations évidemment qui existent entre mes différentes tables. Donc association, les relations qui existent entre les différentes tables sous forme d'association dans les différentes classes. Alors je vais regarder les cas de figure que j'ai entre ces tables-là qu'il faut que je représente. Alors déjà par principe, si on a une table dans la base de données qui n'a pas de clé primaire propre et qui ne contient pas d'informations supplémentaires en dehors des clés étrangères, elle disparaît, elle ne donne pas de classe. Par contre, il faut représenter sous forme d'association la relation qu'on a entre la table film et la table genre. Donc la table appartient, j'aurai pas de classe appartient, par contre j'aurai bien une association entre le film et le genre, donc je vais reporter. Donc entre film et genre, évidemment, je vais avoir une association. Que voilà. Alors cette association, je vais la représenter. Donc d'un côté j'ai le film, d'un côté la classe genre, d'un côté la classe film, et je vais regarder combien je vais avoir de films et de genres de part et d'autre. Alors évidemment, si on regarde, je vais revenir sur le modèle relationnel, ici on a une table intermédiaire, ce qui signifie que pour un genre donné on peut avoir plusieurs films, et un film peut appartenir à plusieurs genres possibles. Donc évidemment, je vais avoir des cardinalités 0 étoile ou 0n de chaque côté de mon association. En précisant évidemment un nom de rôle qui me permettra de créer une structure par la suite, en PHP un tableau, en Java un array list ou quelque chose d'approchant. Donc ici je vais dire de ce côté là je vais appeler ça les films. Donc il y en a aucun ou plusieurs par exemple. Et ici je vais appeler ça les genres. Donc qui seront les genres pour un film donné. Et puis de l'autre côté les films pour un genre donné. Alors évidemment je vais les mettre non navigables puisqu'elles vont aller dans les deux sens. Voilà. Ensuite, je vais observer les choses équivalentes ou approximativement. Évidemment, là, je vais avoir une association entre le pays et le film et une association entre le pays et le participant. J'ai pas de table intermédiaire, j'ai qu'un seul pays pour un film, un seul pays pour un participant. Et pour un pays donné, je peux avoir plusieurs participants ou plusieurs films. Donc, je vais évidemment en représenter ça. Donc ici, je vais faire mon association entre le film et le pays, et mon association entre le pays et le participant. De la même façon, je vais mettre les rôles de part et d'autre. Donc ici, ça va être les films pour un pays donné. Je peux en avoir aucun ou plusieurs. Et puis ici, ça va être le pays concernant un film. Donc j'en ai un et un seul. Évidemment, navigable dans les deux sens, pas de flèche. Et puis voilà. Même principe évidemment entre pays et participant, puisque ici j'ai le pays pour un participant donné. Et puis ici j'ai les participants
pour un pays donné. Voilà, j'ai bien mes noms de rôle. Ensuite, il va avoir le cas des tables intermédiaires qui sont porteuses d'informations. Par exemple, celle-ci ou celle-ci. Alors, à noter aussi que les réalisateurs, même principe, hein, j'ai pas d'informations supplémentaires, je vais même la représenter tout de suite, puis après je m'occuperai des deux suivantes. Donc ici, j'ai effectivement une association entre le film et participants pour représenter les réalisateurs. Donc ici, ce sont les films qu'a réalisé un participant. Et puis ici, ce sont les réalisateurs pour un film donné. Voilà. Alors ces deux-là, il faut maintenant les représenter. Le premier jet, ce qui n'est pas faux, c'est de les représenter sous forme de classe associative, puisqu'elles portent des données. Donc elles vont associer en fait une classe à l'association qui existe entre la classe film et la classe participant. Idem entre film et abonné. Donc évidemment, je vais les représenter en un premier temps sous forme de classe associative, et ensuite on va essayer de rationaliser un petit peu cette organisation. Alors ici, entre film et participant, j'ai effectivement une association, mais j'ai aussi une classe, donc qui s'appelle par exemple joue, et dans laquelle j'ai un rôle qui est en fait une chaîne de caractères. Alors je vais relier évidemment ma classe associative. Hop là. Alors, effectivement, c'est toujours le problème sur les outils de modélisation pour dessiner des classes associatives. Bon, pas terrible. Je vais faire un peu de place pour qu'on voit l'association. Je vais la ramener un petit peu par là. Ouais, j'aurais pas mieux, c'est pas grave. Et ici, je vais mettre évidemment les rôles aussi, entre films et participants. Donc d'un côté, c'est les films dans lesquels on jouait évidemment un participant. Et puis ici, ce sont les acteurs du film. Alors là, on voit déjà qu'on va avoir un petit problème, parce qu'on a deux structures qui portent le même nom, et ces deux structures seront créées dans cette classe-là. Donc il faut effectivement modifier l'une des deux pour bien les distinguer, parce qu'on ne peut pas avoir deux variables qui portent le même nom. Donc je vais modifier un petit peu ça pour dire ici, je vais appeler ça les films joués, par exemple. Comme ça, je vais appeler ça les films réalisés, comme ça on n'aura pas d'impair sur les noms des différents rôles. Voilà. Ensuite, je vais faire exactement la même chose sous forme de classe associative pour évidemment l'avis qui est donné par les abonnés. Donc j'ai une association entre la classe film et la classe abonné en regard du modèle relationnel qu'on a ici. Et puis ça va me donner une classe associative dans laquelle j'aurai une date, une note, une description, puisque ça, ce sont des clés étrangères. Donc ici, je vais créer ma classe avis qui contient une date de type donc date, une note entière puisque c'est la note que donne au film l'abonné, et une description de type chaîne de caractères. Voilà. Évidemment, j'ai mon association entre ceci et cela. Et puis évidemment, j'ai aussi ma classe associative qui vient se greffer sur cette association. Alors je vais mettre de la même façon les noms de rôles. Donc là, je vais les appeler les films. Il n'y a pas de confusion possible puisqu'il va y avoir qu'un rôle. Et ici, je vais appeler ça, par exemple, les avis abonnés.
Donc navigable des deux côtés, multiplicité de part et d'autre. Ok. Donc là, mon diagramme de classe, il est correct. Mais c'est pas évident, enfin c'est pas évident, c'est pas forcément complexe, hein, c'est pas une erreur, mais on peut rationaliser en fait le modèle objet, hein, puisque là je vois que j'ai des classes associatives. Si on peut s'en passer, c'est pas plus mal, parce qu'il faudra les gérer manuellement de part et d'autre de la classe film et participant, idem entre abonnés et avis. Il faudra gérer les avis dans le film et puis les avis chez les abonnés si on travaille en programmation avec ce genre de modèle. Donc on peut jouer sur l'héritage quand on a ces cas de figure en se disant que on peut supprimer en fait par exemple cette classe associative là en la remplaçant par un héritage. On pourrait dire ici j'ai des participants et un acteur, ben, c'est ni plus ni moins qu'un participant qui joue en tenant un rôle dans un film. Donc ça je peux le représenter assez facilement en modélisation. C'est-à-dire cette association là je vais l'enlever, voilà. Cette relation-là, je vais dire, je vais la mettre ici. Donc, ce qui est toujours vrai. Et puis ici, je dis qu'en fait, cette nouvelle classe joue, eh ben, elle va hériter de participants. Et je ne change pas le sens de ce que je disais précédemment, puisque un acteur, si je prends le rôle des acteurs, ben, c'est un participant avec un rôle. Et je peux faire la même chose ici. Si j'ai des avis d'abonnés sur des films. Donc je pourrais dire que plutôt que mettre une classe associative, je mets cette relation, cette association, pardon, avec l'avis. Déplacer un petit peu les choses. Et je dis, ben, un avis, c'est quelque chose qui vient d'un abonné. Donc c'est quelque chose qui a été écrit une date en mettant une note avec une description, mais d'un abonné. Donc en utilisant un héritage, ben, je retrouve mes informations, les mêmes informations que j'avais par la classe associative. Et ça c'est beaucoup mieux parce que on a des classes simplement par l'héritage qu'on n'a pas à gérer de part et d'autre des films et des participants, puisqu'on a des relations beaucoup plus simples que le cas précédent. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est voir si on peut aller plus loin sur l'héritage. Alors on remarquera sur ce modèle, hein, un modèle, on va dire, purement pédagogique, enfin quoi qu'on pourrait l'utiliser, on remarquera que dans participants et abonnés, j'ai des éléments, évidemment, qui sont communs. Les deux ont un ID, les deux ont un nom, un prénom. Lui, il a une date en plus, lui, il a un login, pseudo et password. Donc on peut travailler en disant, bah, par exemple, je vais créer une classe que je vais appeler personne, dans laquelle je vais mettre les éléments qui sont communs. Par exemple, les éléments communs, bah, c'est le ID. Ça va être évidemment le nom, donc de type chaîne de caractères, le prénom, aussi de type chaîne de caractères. Puis je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et ces éléments communs, bah, comme ils sont ici, j'utilise un héritage pour venir les transmettre par ce lien-là aux deux autres classes. Et c'est pas la peine, cette fois-ci, que je les gère ici. Puisqu'ils les obtiennent par héritage de leur classe mère. Voilà. Donc évidemment ensuite, bon là le modèle apparemment est complet, hein, puisque je ne peux pas jouer plus sur les héritages. Bon après on pourrait me dire, ouais ici il y a un ID, un nom, ici il y a un ID, un libellé qui pourrait être un nom, hein, et ici un ID, un titre qui pourrait être considéré comme un nom, oui. Mais à un moment donné, il faut rester pragmatique. Parce que si vous commencez à tout généraliser, bon, vous faites un framework si vous voulez, mais vous perdez en termes de lisibilité entre votre modèle d'objet métier, on va dire, et la base de données. Il faut qu'il y ait quand même une certaine similitude en termes de compréhension pour les gens qui vont développer votre appli par la suite. Donc, comme je vous le disais, UML est très pragmatique sur ce principe-là, et il faut rester pragmatique, savoir s'arrêter à un moment donné. Donc voilà
notre modèle d'objet métier. Et à partir de ce modèle, ensuite, évidemment, on peut faire un modèle de contrôleur.